Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Je vais parler du burn-out. Le burn-out, c'est un grand sujet et qui mérite d'être abordé parce que finalement, de mon premier ressenti, c'est un peu comme si c'était un fourre-tout. Le burn-out, c'est un immense égrégore dans lequel il y a plusieurs énergies qui se mélangent, des croyances. C'est très très vaste et parfois on n'est pas forcément au cœur de la question. Donc pour moi, tout de suite là, ce que je perçois quand je me relie au mot burn-out, déjà c'est une grande confusion, un grand brouillard, tout noir, un grand nuage gris, beaucoup de confusion, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Et j'ai le mot épuisement qui m'arrive là tout de suite. Alors le burn-out, il faut savoir déjà que c'est pas forcément toujours de la dépression, ni de l'épuisement. C'est un mix de plusieurs de ces choses-là justement. Là, si je me relie à une personne qui est en burn-out, je la vois les yeux fermés, en mode survie, comme si elle était sous perfusion. C'est vraiment très symbolique ce que j'ai là. C'est une métaphore assez révélatrice. C'est un peu comme si elle était alimentée sur le plan subtil, parce que son plan physique doit lui aussi être alimenté par ce plan subtil, qui est sous perfusion. C'est un peu en chaîne ce que j'ai là. Alors au départ, cette personne, ce qui l'a conduite au burn-out, je vais tout de suite droit au but. On ne va pas tergiverser, on y va. Donc, elle a été envahie, c'est ce que j'ai là, elle est dans son espace, par des énergies extérieures, intrusives, qu'elle n'a pas su arrêter, freiner, elle n'a pas su s'en protéger, donc elles sont rentrées dans son espace. Elle s'est faite littéralement polluer et elle n'est plus maître de son espace ni d'elle-même. Elle est sous contrôle des énergies extérieures qui sont entrées en elle. C'est un peu une forme de vampirisme quelque part. Elle a laissé faire parce que là je vois qu'elle était en épuisement. Alors elle était fatiguée, elle était dans le silence, elle ne s'est pas exprimée, elle était dans bon nombre de non-dits, elle ne s'est pas écoutée non plus, c'est-à-dire qu'elle s'est contrainte à accepter et à supporter des choses qui ne lui convenaient pas. Donc ça a créé un bouleversement mental, un trop-plein mental, un trop-plein émotionnel et un épuisement physique qu'elle n'a pas écouté. Du coup, son immunité s'est fragilisée. Parce que là, dans la perception que j'ai d'elle, sur le plan subtil, je vois qu'elle se liquéfie, elle devient de plus en plus transparente et invisible. Donc ça correspond bien avec ce que j'ai des énergies extérieures intrusives qui rentrent en elle, qui l'interfèrent et qui l'empêchent d'accéder à son plein pouvoir, ou du moins d'y rester, si elle y était. Et là, ce que j'ai visuellement, quand je me relie à cette image, ce sont des personnes tout autour, que ce soit l'entourage professionnel, personnel, les personnes qu'elle croise. C'est un peu comme si tout ça, ça l'a piqué à l'intérieur. Voilà comment je pourrais le décrire. Comme une guêpe qui vient nous piquer. Là, c'est plein de petites guêpes autour qui viennent la piquer. L'image est symbolique là encore. Ça veut dire qu'elle se fait littéralement attaquer, on pourrait dire, par l'extérieur. Elle n'est plus en mesure de se protéger des intrusions. Je vois elle avait comme un bouclier lumineux qui l'a protégée, donc son espèce de coque protectrice. C'est comme ça que je pourrais l'exprimer. Elle est devenue transparente, elle s'est liquéfiée. Et du coup, c'est comme si... je vois qu'elle essaye de se protéger avec ses bras de tout ce qui vient de l'extérieur, mais elle n'y arrive plus. Comme quand il pleut qu'on n'a pas de parapluie, c'est exactement ça. Et du coup, plus elle se sent vulnérable, plus elle est épuisée et plus elle sombre. Elle s'assombrit, le nuage noir grandit autour d'elle et il prend toute la place. Elle devient un tout petit point au milieu de ce grand nuage noir, elle devient insignifiante, elle se fond dans le décor. Et plus c'est ainsi, plus elle perd du pouvoir, plus ça lui semble insolvable comme situation. Du coup, là, ce qui me vient tout de suite, c'est de ne pas attendre d'être dans cet état-là, de se faire aider par l'extérieur.
justement pour reprendre son plein pouvoir, une aide extérieure, dans ces cas-là, est indispensable, quand on est allé trop loin surtout. Mais c'est bien un ensemble de choses qui l'ont conduite à cet état. Ce n'est pas une cause isolément. Alors ce qui me vient là tout de suite en vrac, comme d'habitude, j'aime bien le faire spontanément. Une personne qui par exemple est en dépression, elle n'est pas forcément en burn-out. Parce que le burn-out, pour moi, la différence de ce que j'ai là, c'est que c'est sur la durée. Ça fait un moment que les choses sont en état de descente intérieure, on pourrait dire, pour la personne. Cela fait un moment qu'elle ne s'écoute plus, qu'elle n'écoute plus les signes et qu'elle se laisse intruser par l'extérieur. Qu'elle dit oui à l'extérieur avant de se dire oui à elle. Les personnes qui ont connu le burn-out pourront nous le confirmer, je pense. Et là, ce que j'ai en majorité, ce sont des burn-out sur le plan professionnel, par exemple. Ne pas avoir su à temps dire stop, ne pas avoir su à temps se dire oui à soi-même. Oui à soi-même dans le sens, par exemple, j'arrête ça dans ce travail, je ne tolère plus ça, c'est en train de me faire sombrer. Et là, je vois des personnes qui vont trouver leur supérieur, qui prennent un rendez-vous et qui leur disent en toute sincérité, pour moi c'est trop, je ne peux plus, je suis en train de craquer, il faut qu'on s'organise autrement. Et je vois que pour bon nombre d'entre elles, ça change toute la donne ensuite. Elles sont arrivées à temps pour mettre un stop. Et c'est ce qui peut limiter vraiment le burn-out qui nous fait sombrer au fond du trou. Il en va de même sur le plan personnel, en famille par exemple, en couple. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous fait nous sentir mal, il faut mettre le haut là avant que ça aille plus loin. Parce que là, je vois que le nuage gris s'assombrit de plus en plus, devient de plus en plus grand. Et je vois que ça fait comme des fils qui s'en mêlent les uns dans les autres. Ça fait comme une immense pelote de laine noire, sombre, qui peut même être gluante. Je vois quelque chose de très noir et de très désaligné. Encore une fois, c'est une métaphore symbolique que j'ai sur le plan subtil. Sur le plan subtil, je vois que le corps de la personne, le corps subtil, est de plus en plus, comment dire, invisible à qui elle est, invisible à elle-même. C'est ça que je dirais. Par contre, il s'est assombri et c'est l'extérieur qui s'est greffé par-dessus. Et c'est la noirceur qui a pris le dessus sur ce corps subtil qui est devenu invisible pour la personne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Pour moi, ça l'est, mais peut-être pas pour vous. Je vais essayer de préciser un peu plus. Oui, on pourrait dire que ce gros nuage noir, très épais, a rendu transparent ce corps subtil et a pris toute la place. Ce qui fait que le corps subtil de la personne est fondu dans cette masse noire et on ne le voit plus. Il s'est dissous dans cette masse noire, d'où le burn-out. La personne a perdu transitoirement une part d'elle-même dans le décor. Voilà, c'est exactement ça. Je ne pourrais pas mieux le décrire, de mon point de vue. Donc pour en revenir à la différence entre dépression, tristesse, épuisement émotionnel, épuisement mental, épuisement physique. Toutes ces données-là, ces paramètres-là, pris isolément, ne constituent pas forcément un burn-out. Un burn-out, j'insiste, de mon point de vue là, de ce que j'ai, c'est vraiment quelque chose qui se construit sur la durée, on pourrait dire. Plus on attend, plus on laisse ces choses-là se mélanger entre elles, apparaître, se fondre, se renforcer, par exemple épuisement plus dépression sur plusieurs mois, ça peut conduire à un burn-out par exemple. Le burn-out, pour moi, c'est vraiment une déconnexion de soi, transitoire, parce que le burn-out n'est jamais définitif. Quand on veut s'en sortir, qu'on reprend les rênes et on peut s'en sortir tout seul, je vois que tout doucement, la personne peut remonter la pente. Il suffit qu'elle pose l'intention de se reconnecter à elle-même et qu'elle décide de transmuter tout ce qui l'a conduite à ça. Par exemple, voilà, résoudre une problématique sur le plan professionnel, sur le plan personnel, discuter, réinstaurer du dialogue, réinstaurer une écoute intérieure,
réapprendre à s'écouter et puis à s'exprimer surtout. Je vois que les non-dits, c'est surtout ça qui est en cause des burn-out. On ne sait pas assez écouter, on ne sait pas du coup assez exprimer. Et on en arrive à un stade où tout s'effondre en fait. Là, je vois vraiment encore une fois la personne qui s'écroule, ses jambes ne la tiennent plus, elle s'effondre comme si elle tombait dans les pommes. Donc quand on en arrive à là, on peut se faire aider par une personne extérieure pour nous sortir de là. Je le redis, attention les amis, c'est pas remettre son pouvoir à l'extérieur que de se faire aider. C'est pas ça, remettre son pouvoir à l'extérieur. On reste humain, on a besoin d'aide, on a besoin de s'aider les uns les autres. C'est ça l'humanité, c'est pourquoi on est là. On est là pour interagir, on n'est pas là pour être livré à nous-mêmes toute une vie, vivre sur une île déserte, reclus, isolé de tout le monde. Non, on est là pour échanger. Même si on aime la solitude, l'interaction humaine est quand même ce qui nous permet d'évoluer, de comprendre notre incarnation et d'avancer, bien sûr. On n'est pas là pour vivre tout seul toute une vie. Donc, l'entraide, l'écoute de soi, de l'autre, la communication, s'exprimer, échanger, grandir à travers l'autre, à travers le monde, c'est comme ça qu'on s'en sort. Et du coup, quand on arrive dans des stades comme ça, où le burn-out est vraiment bien ancré, bien là, bien présent, eh bien, oui, on peut s'en sortir seul, mais c'est pas du tout facile. Et il ne sert à rien de faire du zèle, de se dire je vais m'en sortir tout seul. Quand on sent qu'on a vraiment atteint un point de non-retour, il faut se faire aider. C'est nous qui allons faire le boulot à travers l'aide d'une personne. Voilà, c'est pas la personne d'un coup de baguette magique qui va faire le boulot pour nous, c'est nous qui allons nous en sortir à travers le miroir qu'elle va nous refléter. C'est ça qui est beau dans un accompagnement et c'est ce que je dis régulièrement à travers mes accompagnements. Quand on me dit waouh Patricia, heureusement que tu es là, merci, si tu n'avais pas été là, j'y serais jamais arrivée. Je corrige tout de suite mon accompagnée adorée. Je lui dis, eh bien si, le travail c'est toi qui l'as fait. Donc tu peux être fière de toi. Moi j'ai juste été l'éclaireuse sur le chemin, le miroir. Je t'ai mis en lumière ce que je voyais de toi, mais c'est toi qui as fait le travail et tu peux t'en féliciter. Et bien pour le burn-out, si on se fait accompagner, c'est la même chose. C'est nous qui faisons le boulot, c'est pas le thérapeute. Le thérapeute, il nous aide, il est précieux, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même nous qui nous en sortons. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un quand on sent que ça commence à sombrer. Avant d'aller dans un point plus compliqué pour se relever, c'est très important d'agir à temps. Et avant ça, surtout les amis, écoutez-vous, c'est très important, l'écoute intérieure. Communiquez. Si vous ne savez pas trop comment va réagir la personne en face, vous pouvez préparer votre discours. Vous pouvez dire par exemple, ça c'est quelque chose qui marche très très bien, je le fais moi-même quand je ne suis pas sûre de la réaction de la personne en face. Je lui dis, j'ai envie de te dire quelque chose de très important, mais j'appréhende ta réaction, je ne sais pas comment tu vas réagir, je ne sais pas si je dois te le dire, mais j'ai besoin de te le dire. Là déjà ça apaise tout de suite avant même de démarrer le discours, vous voyez. Ça c'est super, ça désamorce. Quelque chose par exemple d'important à annoncer ou quelque chose de grave, eh bien on peut aborder la chose comme ça. On peut même aller jusqu'à dire, faut que je te parle, c'est très important. Là déjà tout de suite. Et dire par-dessus le marché, j'ai peur de ta réaction. Faut pas hésiter à dire ça des fois, quand on ne sait pas comment va réagir la personne. Je crains ta réaction, je ne sais pas comment tu peux réagir, mais c'est vraiment très important que je pose ça avec toi. Voilà, avec son patron, avec son conjoint, sa famille, ses enfants. Eh bien, ça marche bien. Mais vraiment, communiquez. Communiquez votre mal-être, communiquez votre fatigue. Ne restez pas comme ça. Verbalisez-le. Faites des rituels où vous êtes seul, où vous parlez, vous faites des audios, vous verbalisez ce qui vous a gêné avec une personne. C'est très important de s'écouter. Faites de l'activité physique, allez marcher, allez vous défouler. L'important, c'est d'être à l'écoute de vous-même parce qu'on est tous différents, on a tous des réactions qui ne sont pas les mêmes. Donc, prenez un temps calme avec vous-même et posez-vous la question de quoi j'ai besoin là pour désamorcer tout ça déjà, pour essayer d'alléger un petit peu cette charge, cette lourdeur que je ressens. Comment je peux faire déjà dans un premier temps? Et là, vous aurez votre réponse. Généralement, quand vous êtes à l'écoute de vous-même, ça me ferait du bien, par exemple, de ressentir un peu de chaleur. J'ai besoin de chaleur, de sentir du chaud sur moi, sur mon corps. Si c'est l'hiver, faites-vous un feu, faites-vous une bouillotte, faites-vous une infusion, par exemple.
Pour moi, c'est des trucs qui marchent super bien, ça, vous voyez. Je vous donne mes astuces à moi. Et après, surtout, si vous voyez que vous en sortez pas, vous pataugez, ben, faites appel à quelqu'un, ne restez pas seul. Voilà. Le burn-out, c'est pas une fatalité, on peut s'en sortir. L'idéal, c'est de prendre tout de suite quand on sent que ça dégringole, de ne pas attendre que ça s'aggrave, de se dire ça ira mieux demain, ça va passer, c'est une mauvaise passe. Essayez de ne pas rester dans cette fatalité. Justement, prenez les choses en main. Je m'écoute, je m'exprime, je fais ce qui me fait du bien et je parle. Quand quelque chose ne me va pas, je le dis. C'est très important. Bien sûr, il faut s'adapter au cadre de la personne qui est en face. Mais ça reste la meilleure solution. Voilà pour ma petite enquête sur le plan subtil. On va continuer avec d'autres aspects que je voudrais vous livrer. Maintenant, je vais donc répondre aux questions qui m'ont été posées par un auditeur, un fidèle auditeur. Alors, on va d'abord aborder le sujet de l'alimentation. Donc, on l'a vu, le burn-out n'est pas seulement mental, il est aussi corporel. Et si on parle d'alimentation, une alimentation trop pauvre ou déséquilibrée, eh bien, elle peut amplifier la fatigue et la difficulté de récupération. Ça, il faut quand même en parler, c'est important. Des repas réguliers, par exemple, trop sucrés, transformés, un manque d'hydratation. Ça paraît tout bête, mais ça peut accentuer l'épuisement. Et dans un processus de récupération, réapprendre à écouter ses besoins physiologiques, c'est fondamental. Je ne pouvais pas ne pas aborder le sujet de l'alimentation. Pareil avec l'hygiène de vie, en deuxième point. Le rythme quotidien, le sommeil, les heures de repos, la régularité, tout ça c'est crucial. Et le burn-out, justement, peut désorganiser complètement ses repères. Se reconnecter à des routines simples mais régulières, par exemple le lever, le coucher, l'hydratation, la respiration consciente, qui est très importante aussi. Tout ça, c'est un socle pour retrouver de l'énergie. En troisième point, je vais aborder le manque d'activité sportive ou le manque de relaxation. On le sait et on ne le rappellera jamais assez, le corps doit bouger pour relâcher le stress chronique. Il en a besoin. Une activité douce, régulière, comme par exemple la marche, le yoga, le stretching, que sais-je encore. Et bien tout ça, ça aide à reconnecter le corps à ses sensations et à relancer l'énergie vitale. Également, la relaxation consciente par la respiration, la méditation, le bain, le massage, ce qui vous fait du bien. Tout ça, ça permet de calmer le flux mental incessant qui alimente l'épuisement. En quatrième point, je voudrais aborder le stress chronique. On l'a vu aussi, le burn-out est le résultat d'un stress prolongé, souvent silencieux. Et identifier ces déclencheurs, apprendre à dire non et se protéger de l'absorption émotionnelle des autres, c'est central. Ça aussi, on l'a vu en enquête. Et là, les techniques d'ancrage, de visualisation et de respiration peuvent réguler ce stress, même avant qu'il devienne incontrôlable. Surtout avant, je dirais. En point numéro 5, l'intérêt dans son activité professionnelle est capital. Notamment la perte de sens, c'est un marqueur majeur du burn-out. Quand l'activité ne nourrit plus ou semble vide, l'épuisement devient inévitable. Et la reprise passe souvent par une introspection. C'est-à-dire se demander qu'est-ce qui a vraiment de la valeur ? Qu'est-ce que je choisis de nourrir dans mon travail ? Quels petits changements peuvent réinjecter du sens au quotidien ? Voilà les questions clés. En sixième point, je vais aborder la relation avec la hiérarchie et plus particulièrement le triangle de Karpman, qui est très fréquent. Vous en avez certainement entendu parler, même sans savoir exactement de quoi il s'agit. On y vient. Les dynamiques toxiques aggravent le burn-out. Quelqu'un qui persécute, quelqu'un qui sauve, quelqu'un qui est victime.
C'est là qu'on en vient à la conscience de ses rôles, qui permet de se détacher, de ne plus jouer le scénario et de protéger sa propre énergie. Se protéger de la surcharge émotionnelle et clarifier ses limites avec douceur, mais fermeté, c'est la clé. Un 7e point, le respect de soi et la pose de limites. On l'a vu aussi durant l'enquête, j'y reviens. L'apprentissage, arriver à dire non, s'autoriser à ralentir, ne pas absorber la demande des autres, c'est central. Le burn-out est souvent lié à une histoire de surresponsabilité. On en fait trop, beaucoup trop. C'est là que poser des limites claires, même petites, est un acte de guérison et de reconstruction énergétique. Un 8e point, je vais aborder le manque de repos. On l'a vu également, le corps et le mental n'ont plus de réserve. Se reposer consciemment, par le biais d'une sieste, d'un sommeil de qualité, d'un temps off sans distraction. Tout ça, c'est vital. C'est pas du luxe, c'est une nécessité pour réinitialiser l'énergie et relancer la vitalité. En 9e point, je vais aborder le fait de réapprendre à vivre en douceur. Parce que le burn-out n'est pas qu'un accident, c'est un signal avant tout. Le rythme et la pression étaient trop forts, c'est ce qu'il faut comprendre. La récupération implique donc de ralentir, d'intégrer de nouveaux repères, d'être plus attentif aux signaux corporels et émotionnels. Et bien sûr, de réapprendre le plaisir simple de vivre. C'est basique, mais c'est clé. En point numéro 10, on va parler des corps subtils et de l'énergie. Du point de vue énergétique, le burn-out correspond à un effondrement des corps subtils. J'en ai parlé également. C'est un épuisement du corps émotionnel et mental, une perte de vitalité dans le corps physique. Alors la régénération, ça passe par la reconnexion à son souffle, au mouvement, à la sensation, à la joie et à des pratiques qui nourrissent l'âme et le corps ensemble. Donc là, vous l'aurez compris, il s'agit de retrouver sa verticalité, son unité, son axe, et donc ne plus se dissocier. Je vais aussi parler de quelques pistes supplémentaires à explorer, que je ne vais pas explorer ici, mais ce sont des axes pour vous, si cela vous parle les amis. Peut-être que vous pourriez faire un petit tour de ce côté-là aussi. Je vous les ai préparés, ça peut servir. Les facteurs sociaux et familiaux peuvent également conduire au burn-out. Par exemple, la pression implicite des proches, les attentes culturelles, les croyances sur la réussite. Ensuite, et bien souvent d'ailleurs, il s'agit de traumatismes passés non résolus. Certaines blessures anciennes peuvent vous fragiliser face au stress. En point suivant, on va parler du digital et de la surcharge informationnelle. Par exemple, quand on est hyper connecté, qu'on est en mode notification constante sous les yeux, quand on s'expose au stress des autres, et bien là aussi ce sont des facteurs qui peuvent conduire au burn-out. Ensuite, on peut explorer du côté de la relation à la perfection et au contrôle. On le sait, le besoin de tout maîtriser ou de toujours être à la hauteur peut accélérer le burn-out. La barre est trop haute, la pression est trop grande. Et enfin, il peut y avoir aussi une cause du côté du cycle hormonal et physiologique. Certains moments de la vie, par exemple la grossesse, la ménopause, la transition de carrière, tout ça, ça peut amplifier la vulnérabilité au burn-out. Ne l'oublions pas. Et là, en guise d'exemple, je vais parler d'une accompagnée, à la fois auditrice, qui m'a partagé son expérience d'un burn-out qui n'en était pas un finalement. Elle me disait que c'était simplement un dérèglement hormonal après son accouchement non décelé et qu'elle s'en est sortie toute seule durant 3 ans. Ça a été très dur, avec 2 enfants en bas âge. Comme c'est compréhensible. Donc je la remercie pour son partage et je lui dis que j'aborderai ce sujet dans l'enquête.
Alors effectivement, comme je lui disais, 3 ans à traverser tout ça toute seule avec 2 petits, c'est vraiment énorme. Donc là, elle a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Un dérèglement physique ou hormonal peut très bien se confondre avec un burn-out quand il n'est pas identifié, ce qui fut le cas ici. Et ça montre bien à quel point justement le corps et le psychisme sont étroitement liés. À présent, je vais encore m'inspirer de vos partages et de vos témoignages si précieux. Merci à vous tous et toutes. Vous êtes vraiment extraordinaires. Parce que du coup, ça peut nourrir mon enquête et ça pourra certainement éclairer bon nombre de personnes. Donc merci à vous, vous êtes vraiment des diamants. Alors ici, toujours sans citer personne, bien entendu, on garde l'anonymat, par respect pour mes accompagnés. Alors là, ce dont je vais parler, c'est chargé de symbolique et de mémoire émotionnelle, pas seulement d'anecdotes. Un accompagné que je connais depuis plusieurs années a fait un burn-out à l'âge de 33 ans, l'âge du Christ crucifié. C'est pas énorme quand même cette symbolique. Donc là, de mon point de vue, c'est une projection très consciente ou inconsciente sur un moment pivot de la vie qui fait écho à la douleur, au sacrifice et à la transformation. Parce que le burn-out à cet âge, ça devient alors presque un rite de passage. Le corps et l'esprit disent stop. Et là, il y a un passage obligé entre ce qui était et ce qui peut renaître. Ça révèle une dimension sacrée ou initiatique dans l'épuisement. Un moment où le clou, entre guillemets justement, est enfoncé, mais où une transformation profonde est possible. Vous voyez la symbolique? Et justement, cet accompagné me disait qu'il ressentait une sensation de clou qui s'enfonce dans le crâne. Ça, c'est très symbolique aussi. Ça peut traduire un sentiment de pression externe, de martyrisation mentale ou émotionnelle, mais aussi un poids psychique qu'on ne peut ignorer. Psychiquement, ça peut révéler un stress accumulé, une culpabilité, une obligation interne de tenir ou un traumatisme refoulé. Le fait que cette sensation revienne la nuit, comme il me l'a décrit, souligne que le corps et l'inconscient continuent de traiter cette charge, même après l'expérience consciente. Vous imaginez quand même la puissance de la symbolique? Là, ce que ça cache et ce qu'on peut explorer, c'est le sacrifice et la loyauté inconsciente. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, c'est se mettre à l'épreuve jusqu'au point d'effondrement pour respecter un système, un rôle ou une attente, propre ou externe. C'est l'éveil au corps et au mental. Le corps crie, le mental sature, et là c'est un signal que quelque chose doit changer. Au niveau de la dimension initiatique, le burn-out devient un passage qui appelle à une réorganisation profonde de sa vie et de sa relation à soi. C'est évident. C'est trop puissant. Il y a des résonances symboliques par ailleurs. Le clou, la crucifixion, le chiffre 33. Tout ça, ça peut être interprété comme des métaphores inconscientes de douleur et de régénération. Donc là, du point de vue de la logique, on peut dire que c'est une clé qui est offerte pour relier le burn-out à des moments charnières, à la fois personnels et universels, entre guillemets. Et pour le voir non seulement comme une défaillance, mais comme une initiation à une nouvelle manière de vivre et d'être. Voilà, ça c'est du point de vue rationnel. Maintenant, je vais exposer mon point de vue un peu plus éthéré. Tu me connais, j'y viens forcément. Donc là, en fait, moi, de mon point de vue subtil, je le verrai aussi comme une contamination vibratoire d'un imaginaire collectif très puissant. Je parle donc de la souffrance rédemptrice. Je m'explique. Quand une lignée a été longtemps immergée dans le christianisme, par le biais des prières, des rituels, de la culpabilité, des visions de salut par la douleur, alors le corps finit par enregistrer cette matrice comme une vérité structurelle, c'est-à-dire souffrir pour mériter, se sacrifier pour exister, se vider pour se purifier.
Chez certains, ça reste symbolique, mais chez d'autres, surtout ceux à haute sensibilité énergétique, alors là ça prend corps. Le clou dans la tête, ça devient alors l'image incarnée d'une crucifixion intérieure. Trop penser, trop porter, trop vouloir bien faire, jusqu'à percer la matière. Et le 33 vient enfoncer ce symbole justement. C'est l'âge de la bascule, celui où, dans l'égrégore christique, la chair se sacrifie pour l'esprit. Quand une personne encore reliée à ce champ vibratoire atteint cet âge, le corps peut rejouer le mythe. Non pas par hasard, mais comme une tentative d'en sortir. Le burn-out devient alors un arrêt du programme, une sorte de crucifixion énergétique qui oblige à quitter la logique du sauveur, du martyr ou du rédempteur. Tu vois où je veux en venir? C'est peut-être un peu complexe, mais ça mérite de s'y pencher dessus. Ce qui se passe, c'est qu'une mémoire collective interfère avec le champ individuel. Tant que l'inconscient reste branché sur cette idée qu'il faut souffrir pour évoluer, il crée les conditions de la souffrance pour confirmer la croyance. Mais une fois qu'on en prend conscience, la même force peut être redirigée. On peut réintégrer l'énergie christique non plus comme douleur, mais comme présence pure, c'est-à-dire l'amour sans sacrifice, la lumière sans saignement. Et il faut bien faire la distinction entre l'influence d'un égrégore religieux, souvent empreint de contrôle et de culpabilité, et la vibration christique originelle, celle de la conscience unifiée hors souffrance. Et c'est là que la symbolique du clou se retourne, du fer qui perce à la clé qui libère. Tu vois un peu où je veux en venir? C'est peut-être pas facile à comprendre, mais si l'on se réfère aux égrégores collectifs comme le christianisme, parce que bien souvent c'est du transgénérationnel qu'on porte en nous, ça ne nous appartient pas. Les parents étaient croyants, pratiquants, religieux, tout ce qu'on veut. Et nous, même si ça ne nous parle pas, même si on n'a pas été là-dedans, même si on n'a pas fait notre communion ni rien, eh bien on porte ça en nous. Cette idée de sacrifice derrière le Christ. On ne l'a pas choisi, on ne l'a pas voulu consciemment, mais on le porte dans nos gènes. Et c'est pour ça que des symboliques comme celle-là ressurgissent. C'est pas à nous, et pourtant c'est dans nos cellules. C'est là qu'il est intéressant justement de transmuter tout ça, d'en prendre conscience, de le libérer, de libérer cette charge qui n'est pas à nous, de libérer ces schémas et de libérer ces symboliques de clous, de burn-out à 33 ans, etc. Voilà la symbolique. Bien souvent, c'est ce qu'on porte dans nos cellules qui le crée, mais ce n'est pas réellement à nous. Voilà. J'espère que mes explications auront été utiles, vous auront éclairé et surtout n'auront pas été trop complexes. Parce que c'est vrai que moi, de mon point de vue, c'est très clair, mais ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Voilà, si des choses méritent d'être éclaircies de votre point de vue, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis je vais en rester là pour aujourd'hui, pour ne pas faire trop long. Donc peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre ouverture d'esprit, pour votre présence, vos témoignages, tout l'amour que vous diffusez sur ma chaîne, en message privé, dans nos accompagnements. Tout ça, c'est précieux, c'est absolument extraordinaire. J'adore ce que je fais avec vous, ce que nous faisons ensemble, ce que nous bâtissons. Merci d'être là. Et je ne compte pas en rester là, je compte toujours en faire plus, mieux et plus loin surtout. Merci encore. Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui ont envie de m'écrire, de me rencontrer en visio, je vais vous laisser me contacter dans un premier temps par mail à l'adresse qui suit entre ciel et terre, tout attaché, 31 ether, E-T-H-E-R, @gmail.com. On pourra échanger dans un premier temps. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble.